bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'accueil, c'est toujours un plaisir de venir. Alors, je ne sais pas si c'est un truc conspirationniste, mais c'est quasiment tous les 3 ans je reviens. Donc il y a peut-être une règle cachée. Et à chaque fois, tu as changé de poste. Voilà, oui, exactement. Donc le rendez-vous est peut-être pris pour la suite. Mais on va parler aujourd'hui effectivement un peu de futur. Je regarde juste comment fonctionne la zapette pour voir si ça marche. Comment ça marche pour avancer C'est gros bouton vert. Gros bouton vert. Mais voilà. Et pour revenir en arrière, c'est rouge. Voilà. On fait très simple. Comme on va y arriver. Super. Donc déjà j'étais ravi de revenir ici pour cette édition des 10 ans. Et puis quand on s'est demandé avec Christophe sur quoi je pouvais intervenir, alors sur une de mes spécialités qui est la communication publique institutionnelle, parce que comme l'a rappelé Christophe, je travaille depuis un certain nombre d'années maintenant dans la communication gouvernementale, politique, maintenant culturelle. On s'est dit que ça pourrait être intéressant justement d'essayer de faire un exercice à la fois un peu de prospective pour dire quels peuvent être les défis et à quoi peut ressembler le métier d'un communicant, alors notamment d'un communicant institutionnel et public, parce que je crois que vous êtes un certain nombre dans la salle à être dans cette case, mais vous verrez que les réflexions que je vous propose, en fait, je pense qu'elles valent pour beaucoup de types de communicants, corporate, privés, des sujets de marketing, etc. etc. Alors, essayer de faire de la prospective, c'est un exercice difficile et même un peu dangereux, parce que, comme le montre ce petit dessin marrant que j'ai trouvé sur Internet en préparant, en général, on se trompe souvent dans les grandes largeurs. Et moi, il y a quelque chose que j'adore faire, c'est aller voir, par exemple, vous savez, il y a des sociétés de consultants type Gartner ou autres qui font des rapports tous les ans, qui vous donnent des grandes tendances. Et quand on regarde, et j'ai fait l'exercice pour préparer cette séance, qu'est-ce qui est prédit ? Bon, au-delà des choses un peu banales, il y a quand même énormément d'erreurs et c'est facile de se prendre beaucoup les pieds dans le tapis. Et là, alors j'ai rien contre Google, mais il se trouve que le dessin rappelle aussi, par exemple, toutes les tentatives de lancement de réseaux sociaux par Google. Et à chaque fois, ça s'est plutôt mal terminé. Alors, avant de faire le saut dans 10 ans, en prenant énormément de précautions pour pas que j'ai l'air totalement ridicule, parce que tout ça est enregistré. Donc j'aimerais autant que ne pas être un sujet de moquerie alors ça sera, je sais pas, la 20e édition de l'e-Reputation Day en 2032. Je propose de faire l'exercice mental, de revenir 10 ans et 20 ans en arrière pour essayer de mesurer finalement ce que c'est que les évolutions que peut subir la communication et le marketing sur ces périodes, plutôt avec un aspect public et puis surtout digital, parce que je crois qu'ici vous êtes beaucoup à être intéressés par le numérique, le digital, et puis de toute manière, évidemment, c'est l'avenir. Alors si on repart en arrière, en 2012, donc je pense que l'e-Reputation Day avait 1 an, peut-être, hein, ça doit être ça. L'image, elle est à la fois différente et pas si différente que ça. Je me suis amusé à me replonger dans des chiffres d'études. Alors, il y avait par exemple une étude de l'INRIA qui était disponible cette année-là sur les habitudes des Français. Et dedans, il y avait un Français sur 2, par exemple, plus d'un Français sur 2 se sentait dépassé par le numérique. Un Français sur 2 pensait que des objets ne pourraient jamais communiquer entre eux. Alors, on pourrait continuer comme ça. Et en même temps, et là, vous voyez, j'ai retrouvé pareil un document de l'époque. Quand on regarde l'image de ce qu'était Internet à l'époque, c'est pas si différent que ça. Dans le trio de tête, on a YouTube, Google, Facebook, Twitter est juste derrière. Alors, si vous regardez, il y a quelques noms qui diront peut-être rien à certains d'entre vous, peut-être que certains n'étaient même pas encore nés. Mais globalement, c'est quand même pas si différent. Et quand on se plonge dans les articles de prospective de l'époque, il y a déjà des papiers, je vous jure, on pourrait les reprendre aujourd'hui et les signer sur les réseaux sociaux vont être de plus en plus importants, la vidéo va être de plus en plus importante. C'est même assez troublant parce qu'on dit finalement on est un peu dans quelque chose qui n'avance pas tant que ça. Si vous faites l'exercice d'aller encore 10 ans en arrière, là c'est très très différent. 10 ans en arrière, on est en 2002, donc là je pense qu'une grande partie de la salle était pas du tout née, et moi à peine d'ailleurs. Mais si j'essaie de me souvenir, donc en vérité si j'étais né, là il y a une vraie différence. En 2002, vous n'avez pas, par exemple, de réseaux sociaux. Alors certains pourront m'objecter que Friendster, c'est 2002, je crois, MySpace 2003, mais ça reste tout petit, personne n'en parle. Il y a le début des forums, il y a le début des blogs, mais ça reste quand même extrêmement différent. Vous n'avez donc aucune des grandes plateformes de réseaux sociaux. Vous n'avez surtout, et j'y reviendrai, vous n'avez pas le smartphone. Donc c'est impossible d'être ultra connecté comme on l'est aujourd'hui. C'est impossible de fabriquer facilement des contenus. Et si vous preniez un voyageur temporel de 2002 qui revient en 2012, il va avoir un choc. Déjà, il voit le smartphone, il ne comprend pas. Il dit qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un PDA ? Vous vous souvenez ce que c'était les PDA ? Ces PDA, c'était le smartphone sans Internet
et sans le phone. Donc c'était ni smart ni phone, donc c'était quand même pas grand-chose. Mais voilà, donc là, il y aurait un vrai choc. Il faudrait expliquer à la personne de 2002, alors ça, c'est les réseaux sociaux, tu te rends compte, là, tu peux produire des vidéos à la volée, etc. C'est délirant. Si on prend un voyageur temporel de 2012 en 2022, honnêtement, je pense qu'il n'est pas extrêmement choqué. Et la vraie différence, finalement, ce qui s'est passé depuis 10 ans, et là, je n'ai pas voulu vous assassiner, surtout vu l'horaire, c'est la digestion et tout, avec des tableaux de chiffres, mais c'est une progression des usages. Donc il y a eu de plus en plus de personnes, et notamment de Françaises, de Français, qui se sont retrouvés actifs sur les réseaux sociaux. Il y a eu effectivement quelques morts au passage. En 2012, vous aviez encore un Français sur 3 qui était actif, ou qui se disait actif sur Copain d'avant. Oui, c'est vrai. Peut-être d'ailleurs certains encore le sont-ils. Je ne sais même pas si la plateforme existe. Mais donc, 2012-2022, c'est plus d'usage. C'est une génération de digital natives qui arrive aux commandes, en tout cas qui commence à prendre des postes de responsabilité dans les entreprises, qui fait changer la donne. Et donc on passe d'un Internet un peu subi, et d'une communication subie à une communication qui est beaucoup plus normale pour ce qui est le numérique, intégré dans les usages. Pour vous parler de mon expérience personnelle, on était encore dans les années 2012-2014, on était encore à faire des grands plans de formation, que ce soit dans les partis politiques, au niveau de l'État, pour apprendre ce que c'était que les réseaux sociaux, pour former à la chaîne, parfois des responsables com pour créer un compte Twitter. Petite dédicace à Monsieur Twitter qui prendra la parole après. On avait même à l'époque, je me souviens, fait un plan d'équipement des préfectures pour leur envoyer des tablettes, pour leur apprendre à s'en servir, voir comment ça fonctionnait, etc. Donc, il n'y a pas eu de grosse rupture depuis. Et le premier pari que je fais, au fond, par rapport aux 10 années qui vont suivre, avec quelques nuances que vous verrez plus tôt, c'est qu'on va continuer à être sur cette dynamique qui est plutôt une dynamique de renforcement des tendances, une dynamique d'accélération et d'intensification de ce qui existe déjà, que d'apparition de choses auxquelles on ne penserait pas du tout. Évidemment, c'est sans doute là que je me prends les pieds dans le tapis, et vous verrez que je fais quand même une petite exception à ce que je dis. Alors, plutôt que vous faire un tableau de 2032, ce qui serait ridicule et puis qui maximiserait la chance d'erreur, je vais plutôt essayer de vous présenter quelques tendances, quelques intuitions, alors qui correspondent à la manière dont moi-même je travaille avec mes équipes ou quand je réfléchis dans les structures où je suis pour essayer de faire évoluer les choses et de faire des stratégies un peu à moyen terme. Vous verrez que ces intuitions, ces tendances, certaines sont contradictoires entre elles, d'autres peuvent coexister, mais ça correspond évidemment au caractère forcément brumeux quand on fait cet exercice d'aller dans le futur. Alors la première de ces tendances, c'est que les GAFA peuvent dormir tranquilles et peuvent même vieillir tranquilles. Alors, vous aurez peut-être reconnu Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Elon Musk. Alors juste l'information, c'est ça vient de l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Grégory Chatonsky, qu'on a hébergé il y a quelques mois à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui a fait tout un travail assez génial sur la critique de l'innovation. Et il s'amusait à faire vieillir par des IA, dans un projet d'installation assez drôle, les patrons des GAFA. Alors, ce que je veux dire quand je dis, un peu aussi pour la blague, que les GAFA peuvent dormir tranquilles, c'est une réponse à deux questions qu'on peut se poser. La première, c'est est-ce qu'à un moment, il va y avoir une fatigue d'Internet, une fatigue de la surdose informationnelle? Est-ce que les gens vont se décrocher d'Internet? Et il y a régulièrement des études qui sortent, notamment sur les jeunes, qui peuvent aller dans ce sens-là. Et moi, il m'arrive, par exemple, sur mes étudiants, j'enseigne en master, de voir, je suis assez étonné, même des gens qui veulent faire de la com, mais qui sont assez peu connectés. Donc c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'à un moment, les gens ne vont pas en avoir marre, ils vont préférer être dans le réel et se décrocher d'Internet? La deuxième question, c'est est-ce qu'il va y avoir, à un moment, une révolte contre une des plateformes? Et vous savez que, puisque vous suivez ça, régulièrement, il y a des mouvements d'opinion. Quand il y a par exemple des fuites de données chez Facebook, ce qui arrive quand même assez régulièrement, vous avez des stars, des people, des gens inconnus qui lancent des mouvements sur les réseaux sociaux, désabonnez-vous de Facebook, désabonnez-vous de tel ou tel réseau, etc. etc. Et vous avez souvent de savantes analyses. Et d'ailleurs, on a souvent prédit les 10 dernières années, soit la mort de Facebook, soit la mort de Twitter, rappelez-vous aussi. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Alors, quels sont les résultats? Moi, ma conviction profonde, c'est que ça n'arrivera pas. Pour ce qui est de la mort d'un des grands géants actuels du web social, pourquoi je n'y crois pas, en tout cas à horizon de 10 ans? D'abord parce que les acteurs dont on parle ont des masses critiques d'utilisateurs qui font que je ne vois pas comment ils pourraient mourir d'un coup, tout simplement. Deuxièmement, également,
Parce que quand vous regardez les études en question, alors moi j'aime bien notamment, il y a un site que je vous conseille qui s'appelle Pew Institute, c'est un think tank américain qui fait régulièrement des études plutôt sur le public américain, mais parfois également sur le domaine européen ou dans le reste du monde, sur notamment les usages d'Internet. Et quand on demande dans des études qui ont 1 ou 2 ans aux internautes, alors votre rapport à l'information sur les réseaux sociaux. Les mêmes internautes vont vous dire « Ah bah maintenant je fais attention parce que je sais qu'il y a les fake news, etc. » Mais en même temps, où est-ce que je me renseigne sur les réseaux sociaux et pourquoi est-ce que j'y vais? Parce que c'est facile. Je vous résume. Donc je pense que pour prendre un mot barbare, il y a une espèce de dissonance cognitive qui fait que malgré les scandales à répétition, malgré les incertitudes sur la sécurité des données, etc., parce que c'est facile, parce que ça marche bien, parce que c'est addictif, et parce que ça a été créé pour être addictif, comme vous le savez, derrière ces plateformes, il y a des spécialistes en UX qui améliorent tout le temps les mécanismes pour que ça soit hyper addictif, et ben c'est très compliqué de s'en détacher. Et moi, je fais le pari qu'ils continueront à grossir, à être importants. Même Facebook, on prétend souvent mort, quand on regarde les chiffres, c'est plus compliqué. Et puis Facebook est en train de muter, est en train de devenir, grâce à Instagram, quelque chose de justement de plus moderne. Donc ils seront toujours là, et je pense que les usages des réseaux sociaux continueront à croître, à progresser. Donc le premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est de se dire qu'il faut continuer effectivement à investir là-dedans massivement, vous me direz c'est pas très original, et tout en regardant l'éventuelle émergence de nouveaux acteurs, continuer à avoir des fondamentaux solides sur ces géants dont il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'ils puissent disparaître du jour au lendemain. La deuxième conviction, c'est qu'il y aura la continuation de ce que j'appelle moi la loi d'airain des réseaux sociaux, ou par référence pour ceux qui ont fait de la physique à une autre référence, la 4e loi de Newton, c'est que tout réseau social finit par ressembler à tous les autres réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que j'entends par là? L'exemple le plus simple, c'est par exemple Twitter invente le hashtag. À la fin des années 2000, le hashtag est partout. La story est inventée par Snapchat, on l'a parfois oublié, la story est aujourd'hui reprise partout. Même sur LinkedIn, qui l'a abandonné, mais à un moment, c'est dire à quel point c'était devenu le cas. Et comme tous ces acteurs se regardent, s'observent et justement ne veulent pas perdre pied dans la course, quand une fonctionnalité apparaît et quand elle est jugée comme intéressante, vous pouvez être sûr que tout le monde va la copier et tout le monde va la reprendre. Donc, conclusion qu'on peut tirer de ça, quand vous voyez vous-même dans votre pratique, ou pour ceux qui sont peut-être moins connectés, si vous voyez vos enfants, des jeunes dans votre entourage, qui tout d'un coup sont hyper intéressés, hyper obnubilés par que ce soit une nouvelle fonctionnalité, par un nouveau réseau, par une nouvelle pratique de com, il y a de grandes chances de penser que ça va, si c'est vraiment quelque chose qui perdure pendant plusieurs mois, que ça va être repris et copié par les autres réseaux. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut miser. Et si je reprends l'exemple de la story, elle a muté, c'est devenu d'une certaine manière le réel chez TikTok, après le réel a été recopié. Donc on voit comment il y a des circuits comme ça de copies qui fonctionnent entre ces plateformes. La deuxième conséquence de cette loi d'airain, et c'est une espèce de corollaire, c'est que moi ma conviction c'est que toute plateforme qui atteint une masse critique finit par devenir une plateforme d'utilisation générale, quel que soit son but initial. Instagram, à l'origine, c'était purement une plateforme pour faire des photos avec une belle tête quand on n'est pas très fort pour faire de la photo, avec des filtres, et mettre ses photos de vacances. Point barre. Aujourd'hui, c'est devenu un réseau social de communication, de vente marketing, on en parlait auparavant, de campagne politique, etc. etc. Et ça, c'est vrai pour toutes les plateformes, et toutes les grosses plateformes finissent par devenir généralistes, et donc par traiter, si on revient sur la com publique, des sujets de société. Un autre exemple extraordinaire, c'est comment LinkedIn, qui pendant longtemps était quand même la plateforme la plus mièvre qui soit, où on parle que de développement personnel, où on fait du personal branding, depuis quelques années ou mois, on voit que les sujets politiques apparaissent sur LinkedIn. Moi, je m'amuse à aller voir des comptes d'hommes politiques français, ils se font insulter en commentaire, comme sur d'autres plateformes, par des utilisateurs sous leur vrai nom avec le nom de leur entreprise. Donc c'est complètement fou. Par ailleurs, c'est suicidaire. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ne le faites pas. Enfin, en tout cas, je vous le déconseille. Sauf si vous n'avez pas de clients, pas de patron, etc. Mais c'est bien la preuve que le terrain de communication, il finit par être vraiment présent sur tous les réseaux quand on est sur des sujets d'intérêt général. Et une conclusion directe et immédiate, dont on parlait avec certains d'entre vous à la pause déjeuner, c'est par exemple que TikTok, si vous travaillez pour une institution publique, et si vous n'y êtes pas encore, alors il faut regarder cela sérieusement. Parce que TikTok, par exemple, est en train de devenir un média d'information sur lequel des sujets extrêmement sérieux sont débattus. Des sujets médicaux, des sujets scientifiques. Je me souviens,
en 2016, j'avais été invité à un colloque de lancement d'une institution qui s'appelle Santé publique France, qui est une grosse agence de santé française. Et je leur avais fait la démonstration à l'époque. J'avais pris en direct YouTube, j'avais tapé vaccin, et les 10 premières vidéos YouTube étaient toutes des vidéos anti-vaccins. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque, ça a un peu changé depuis, les institutions publiques, scientifiques, de recherche médicale n'avaient pas pris le tournant d'aller sur YouTube et ne s'étaient pas livrés dans la guerre des contenus pour arriver à y exister. Et donc tout était occupé par des personnes qui étaient sur des discours complètement délirants, sectaires, anti-vaccins, etc. Ça a un peu changé aujourd'hui, mais le terrain ne fait qu'augmenter. Et donc, alors pas forcément pour tout le monde, mais notamment pour des institutions publiques. TikTok, c'est un sujet, Instagram c'en est un depuis longtemps, et il n'y a pas de raison de penser qu'un autre nouveau réseau social important qui apparaîtrait ne deviendrait pas à terme, même s'il est ultra spécialisé, quelque chose où on parle de tout. Troisième piste, ce que j'appelle survivre dans la jungle des contenus. Là encore, on n'est pas sur quelque chose de nouveau, mais on est sur la conséquence de ce que j'imaginerais être la continuation de cette dynamique où il y a de plus en plus de gens actifs de plus en plus longtemps sur Internet et qui créent de plus en plus de contenu. Ça veut dire que la compétition, elle va être de plus en plus terrible pour attraper l'attention du public et pour arriver à exister. Et ça veut dire aussi, parce que comme ces plateformes, d'abord, elles ont été pensées à l'origine pour être des plateformes de relation de personne à personne, pour être des plateformes où les individus s'expriment, ça veut dire qu'être une institution, une entreprise, mais notamment une institution, ça va être de plus en plus compliqué pour arriver à avoir de l'impact. Ça a toujours été vrai, mais quand on regarde les courbes, si on s'amuse à regarder le différentiel entre le nombre moyen d'abonnés, et je ne parle même pas des interactions, parce que là, ça serait dramatique, entre une entreprise souvent, une institution encore plus, une institution publique, et puis un comique, un sportif, un internaute complètement inconnu qui sous pseudonyme fait des blagues ou fait des productions un peu marrantes, l'écart est monstrueux. Et donc il est de plus en plus difficile d'arriver à exister. Ça va être de plus en plus vrai parce que parmi les évolutions de ces dernières années, il y a eu une révolution silencieuse qui a été par exemple la capacité de donner à chacun des outils de production vidéo et de streaming. Il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, faire aujourd'hui ce que permet Facebook Live, ça demandait un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça demandait des équipements complexes quand on voulait streamer, par exemple, dans le monde rural, quand il n'y avait pas les bons réseaux. Moi, j'ai eu ces expériences-là sur des campagnes politiques. C'était abominablement compliqué. Aujourd'hui, n'importe quel gamin peut faire un stream en direct de sa chambre avec un téléphone. Donc, ça veut dire aussi que n'importe qui, dans le monde, avec de tout petits moyens, peut avoir une audience potentielle et une capacité de production qui est aussi forte qu'une institution, voire parfois meilleure. Donc, ça l'est déjà, mais ça va être de plus en plus difficile d'arriver à exister là-dedans. Et moi, je pense qu'il y a 3 pistes, à part pour les grosses machines, évidemment, si vous êtes Disney, si vous êtes l'Élysée, si vous êtes la Fédération française de foot, vous avez une telle aura et une telle notoriété que de toute manière, les gens viendront vous voir. Si ce n'est pas le cas, à mon avis, celles et ceux qui tireront leur épingle du jeu, c'est d'abord tous ceux qui se mettront dans une logique de service client. Alors je prends client dans un sens très large, ça peut être du service citoyen, administré, client, avec une logique type GAFA ou type, je dirais, application, parce qu'aujourd'hui, on est paresseux, on est habitué, par exemple, sur Uber, à avoir une commande en un clic. Donc on n'a pas envie, face à une administration, face à une puissance publique, de devoir être sur des formulaires compliqués, pas optimisés, pas en responsive design, et Dieu sait que c'est encore le cas. Donc, celles et ceux qui feront ça et qui donneront du service client direct, qui seront en capacité de répondre sur les réseaux sociaux, de répondre aux questions qui leur sont posées, je pense qu'ils peuvent exister, continuer à avoir une bonne apparition. Deuxièmement, tout ce qui pourra s'appuyer sur des communautés construites et entretenues, on sait comment, et là je ne vais pas rentrer dans une discussion politique, mais comment on est entré dans une ère qui est plus identitaire, plus communautaire, les gens se rassemblent avec d'autres personnes qui leur ressemblent, notamment sous l'influence des réseaux sociaux, et ça veut dire que tout ce qui est logique de communauté, c'est très vaste, ça peut aller depuis un groupe Facebook, ça peut être créer des logiques de groupes WhatsApp, de chaînes Telegram partagées, etc., etc. Même simplement de newsletters, une communication et l'entretien d'une communauté, elle permettra de résister, y compris à des institutions ou des entreprises qui sont petites et pas forcément les mieux armées. Et puis, le troisième point, et peut-être le plus important, c'est d'arriver à être un parfait connaisseur du parcours utilisateur de son client et notamment du parcours utilisateur de l'information, si on pense au domaine un peu plus de la communication au public, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sortir de la posture qui est encore trop souvent celle, notamment des institutions, mais pas que, qui est de se dire « Ok, moi je suis une institution, donc les gens viennent m'écouter,
je crée un site, je crée un compte Facebook, Twitter, j'ai pas trop le choix, LinkedIn aussi peut-être parce que j'embauche des gens et je vais envoyer mes informations et après je vais laisser la chance faire son ouvrage. Ça peut plus marcher. Ça marche déjà plus beaucoup, ça marchera de moins en moins. Ça veut dire qu'il faudra de plus en plus rentrer dans une logique d'abord de connaissance fine des gens à qui on parle. Et ça, souvent, en fait, on se rend compte que les stratégies de communication n'ont pas de cible très claire, très souvent, quand on discute. Alors peut-être moins dans le monde privé, mais malgré tout, parfois, on se pose quand même la question. Et arriver à comprendre où les gens vont saisir l'information. Il y a eu un article très intéressant qui est sorti dans la presse anglo-saxonne, je ne suis plus sûr du média, mais ça a été repris un peu partout cet été, sur le témoignage d'un ingénieur de Google qui observait qu'avec des études et des infos qu'ils avaient, que les jeunes de moins de 20 ans utiliser de plus en plus le moteur de recherche de TikTok ou d'Instagram à la place du moteur de Google pour prendre des informations, pour se décider sur une sortie, etc. Simplement parce que, d'abord, c'était peut-être plus ergonomique. Ils l'avaient sous la main parce qu'ils étaient plus actifs probablement sur TikTok que sur Google. Et puis parce qu'ils aimaient bien voir les recommandations et ce que disaient les autres internautes. Et bien ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut être en capacité d'identifier sur la cible à laquelle on veut parler, quel est son parcours utilisateur, où est-ce qu'elle va s'informer, est-ce que peut-être qu'elle est en fait complètement, que vous visez des médias qui sont complètement has-been, complètement déplacés par rapport à votre cible, et sur les réseaux sociaux, c'est compliqué, ça veut aussi dire détecter les bons influenceurs, et moi je rejoins tout à fait ce qui était dit auparavant pour le travail fin à faire pour identifier les micro-influenceurs. Je ne vais pas rentrer dans les débats micro, nano, etc. Mais en gros, ne pas aller voir que les gros qui demandent beaucoup d'argent, mais identifier simplement des leaders de communautés en ligne qui peuvent vous parler et faire un travail beaucoup plus fin. Et l'avenir du communicant, si on suit ça, c'est de moins en moins un chargé de com à l'ancienne, et c'est plus quelqu'un qui est un tacticien, qui est un cartographe, qui est en capacité d'analyser l'univers numérique auquel il parle, et être un peu après, on pourrait dire, un broker d'influence, c'est-à-dire aller identifier des influenceurs au sens très large. Un influenceur, ça peut être juste quelqu'un ça peut être un parent d'école de votre quartier, ça peut être le boulanger du coin qui se trouve avoir une capacité de diffusion dans le monde réel et pas seulement en numérique. Et ça sera de plus en plus important parce que sinon, si vous êtes une marque, qu'elle soit publique ou privée, mais surtout publique, ça sera de plus en plus compliqué d'arriver à émerger. Alors, malgré tout, on peut se demander est-ce qu'il ne va pas y avoir une technologie de rupture qui va arriver. Une des causes, des explications, selon moi en tout cas, pour finalement la faible différence entre 2012 et 2022, à la différence de 2002-2012, c'est le smartphone. En fait, le smartphone, vous vous souvenez, le premier iPhone, c'est de mémoire à l'été 2007, et il faut 2 à 3 ans pour qu'il soit copié par tout le monde. Et vers 2010, vous avez à peu près toutes les marques qui font des équivalents smartphones accessibles à un prix à peu près correct, c'est-à-dire pas un prix iPhone. Et désolé pour les fans d'Apple dans la salle, dont je ne fais pas partie, comme vous aurez compris. Pourquoi le smartphone a tout changé? Parce qu'il permettait, c'est basique, hein, mais il faut le rappeler, tout d'un coup, de pouvoir être connecté tout le temps sur Internet et d'être un internaute compulsif. Donc ça change tout. Et évidemment aussi de produire de la vidéo, de faire du streaming plus tard, etc. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre de ce type qui va apparaître? Alors, il y a un candidat évident sur la table. Là encore, hein, si on lit les prospectivistes et tous les gens qui prétendent savoir beaucoup de choses sur la question, c'est toute la question du métavers. Alors, le métavers, ça veut tout et rien dire. Vous savez, il y a la partie monde virtuel, qui est un peu décevante, parce que quand vous regardez à quoi ça ressemble, bizarrement, ça ressemble finalement pas à beaucoup mieux que ce qu'étaient des jeux de rôle en ligne des années 2000, ou du Second Life, j'exagère un peu, mais à peine. Il y a les casques de réalité virtuelle, type Oculus, Facebook et autres, mais même s'ils sont vraiment améliorés, quand vous les testez, ça reste quand même lourd, ça reste cher. Hein, même l'Oculus, qui est l'entrée de gamme, on est sur, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense quand même plus de 1 000 €, et les casques pro, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Et puis, la vérité, c'est que, sauf à imaginer un changement de civilisation terrible où les gens seraient bloqués chez eux pour X raisons, ça reste quand même toujours préférable d'aller voir les choses en vrai ou que de passer des heures et des heures avec un casque qui, même si la techno s'est améliorée, donne encore un tout petit peu la nausée, il faut être honnête. Alors, quand vous parlez, notamment avec les gens de chez Facebook, sans trahir un secret, eux, ce qu'ils disent, ils partagent plutôt cette opinion, mais ils disent, ils ne sont pas les seuls. Vous avez le même discours, par exemple, chez des gros fabricants chinois. Nous, on parie sur l'arrivée des lunettes connectées de réalité augmentée. Pas la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et quand vous en discutez ou quand vous regardez, pour le coup, ce que disent les différents constructeurs, ils pensent, pour la plupart, que dans 4 à 5 ans, on aura des lunettes comme celle-ci, que je vais remettre parce que sinon je ne vois plus rien, qui seront totalement incolores, inodores, qui n'auront pas la tête du masque à la Ready Player One, comme vous aurez reconnu, et qui vous permettront d'avoir des informations
sur tout ce qui se passe dans l'environnement de manière extrêmement fluide, peut-être même qu'ils pourront remplacer des verres correcteurs pour ceux qui ont besoin de lunettes, etc. etc. Alors, est-ce que ça va exploser? On peut se poser la question. En même temps, moi par exemple, je sais, j'en ai vu beaucoup dans la salle, que les montres connectées Apple Watch, on n'y croyait pas beaucoup. Depuis 1 an, les chiffres explosent. Donc peut-être que là, il y a quelque chose. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un terrain de jeu nouveau à explorer pour les marques, mais on est quand même à un horizon 4 à 5 ans, donc c'est encore très compliqué. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Et encore une fois, quand on en parle avec les constructeurs, ils vous disent eux-mêmes qu'il y a des vrais obstacles à franchir avant de pouvoir fabriquer en masse et avec des prix abordables quelque chose qui serait des lunettes normales, mais en réalité augmentée, donc qui projetterait des informations sur votre environnement. L'autre tendance, on est dedans et on y arrive très très vite, c'est tout ce qui est lié au choc climatique. Alors le drame du choc climatique, vous le savez, c'est ce que les spécialistes appellent la tragédie des horizons. On a beau en parler, le GIEC, donc qui est le groupe d'experts international, a beau faire rapport sur rapport, ça ne bouge pas vraiment. Depuis quelques mois, ça bouge quand même beaucoup, pour plein de raisons. La guerre en Ukraine, les problèmes de provisionnement en énergie qui vont arriver pour cet hiver, l'été terrible qu'il y a eu. Donc on voit que ça commence à bouger. Et surtout, ce qui bouge, c'est que les réglementations se mettent en place. Et si on pense côté puissance publique, l'État s'est mis quand même en mouvement et commence à demander, moi dans mon secteur, aux institutions de faire des efforts, de commencer à dire où il pourrait y avoir des économies d'énergie, etc. etc. Les sujets montent dans l'opinion. Je regardais encore ce matin, une femme politique importante s'est faite alpaguer sur les réseaux sociaux assez violemment parce que les informations sur le fait qu'elle avait pris un avion étaient sorties et qu'on mettait ça en contradiction avec justement ses engagements sur l'écologie. Donc, petit à petit, même si moi j'y croyais pas trop pour être honnête, on voit que le sujet est en train de monter très très vite, plus vite qu'il ne montait, et ça va avoir deux impacts sur la com. Le premier impact, c'est que vous allez voir que très rapidement, ça commence à parler là-dessus, mais pas encore beaucoup, on va demander des comptes aux communicants pour s'inscrire dans ce que pourrait être une communication responsable et du numérique responsable. Ça veut dire faire attention au format vidéo, faire attention qu'il y ait moins d'impression papier, c'est déjà le cas, utiliser des polices d'écriture qui sont moins énergivores, y compris pour les vidéos. Donc il y a toute une série de sujets métiers qui, à mon avis, paraissent encore très distants, qui peuvent être un peu greenwashing, où on peut les voir comme ça, mais qui en fait vont devenir des injonctions parce que tout le monde va le faire et parce que parfois on vous le demandera, y compris quand vous travaillez dans la sphère publique. Et puis l'autre aspect aussi, c'est qu'on va demander de plus en plus aux institutions de mobiliser les populations pour faire des efforts, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les gestes environnementaux. Donc, à la fois par les compétences métiers et par les sujets dont vous allez parler, vous, si vous êtes communicant public, mais vous voyez bien que pour les marques, c'est pareil. Tout est en train de bouger très vite, même dans le monde de la finance, il y a de plus en plus de règles pour mettre en place une finance durable. Ça va devenir une partie de l'équation qui peut changer très très vite et qui, à mon avis, changera il peut y avoir des bouleversements qui sont à l'échelle de quelques mois. Je vois que mon temps est quasiment fini, donc je vais juste dire 2 mots de conclusion. Sur cette slide-là, je ne vais pas être très long, parce que je crois en plus que c'est la thématique d'une intervention à suivre, mais l'autre tendance que je vois, c'est la communication qui va de plus en plus devenir une communication de crise permanente. Alors, Nicolas Van Der Biest en parlerait mieux que moi, et il serait le premier à dire qu'il faut justement faire attention par rapport à la gestion des crises, mais on est quand même, avec les réseaux sociaux, dans une ère des mini-crises permanentes. N'importe qui peut à un moment prendre une photo, une vidéo de vous, de votre institution, un truc que vous n'avez pas vu, en faire, essayer de le grossir. Des gens vont venir pour essayer de faire monter le buzz, pour vous faire la peau, etc. C'est quand même très, très compliqué. Et donc, finalement, les compétences du communicant de crise, elles deviennent essentielles pour, je dirais, tout communicant. Et puis, de plus en plus aussi, il faudra savoir réagir dans des vraies périodes de crise. On a vu comment, pendant le Covid, souvent les services de com se sont transformés aussi et sont transformés en gestionnaires, en apporteurs de services. Par exemple, dans le monde de la culture que je connais, les musées étaient fermés. Donc, les services de com, les community managers ont dû inventer des programmes de culture en ligne. Donc, ça veut dire que le métier va devenir, je dirais, beaucoup plus divers et avec une exigence plus forte sur la capacité d'adaptation. Et puis, pour conclure, comment se préparer à tout ça et comment essayer, si ces quelques intuitions ne sont pas fausses, de s'y préparer le mieux possible. Juste pour résumer ce qu'on s'est dit, d'abord être en capacité de cartographier très précisément ces publics, savoir à qui on parle et les interstices où on peut se positionner. La question n'est pas d'être présent partout. Peut-être même qu'il y a des stratégies qui pourraient être par exemple uniquement sur Facebook et qui seraient bien meilleures qu'essayer d'aller mettre beaucoup d'argent sur TikTok, Instagram, que sais-je. Et inversement, il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est la vérité de votre business ou du public auquel vous parlez. Ça va être aussi être en capacité
abolir tous les tabous, à se dire pourquoi moi, mon institution ou autre, irait sur TikTok. Et ben en fait, il n'y a plus de règles. La vérité, c'est qu'il faut aller là où sont les gens à qui vous voulez parler. Et il n'y a pas de règles non plus pour la manière de parler. Le ton décalé, l'humour, etc. Tout est possible. La question, c'est comment être entendu. Et ça sera de plus en plus compliqué. Et puis aussi, faire moins, mais mieux. Ça, c'est une question qui est liée évidemment à l'écologie, mais aussi parce qu'avec toutes les restrictions budgétaires qu'il y aura, surtout si on rentre en crise économique, on demandera toujours plus de ROI aux communicants. Et puis le dernier mot sur lequel je m'arrêterai, pour ne vraiment pas me faire gronder par Christophe, c'est ne pas avoir peur de tester. Et ça, peut-être un peu pour dire le contraire de ce que j'ai pu dire auparavant, je crois qu'il est très très important de tester. On parlait du métavers. Moi, je mets un billet sur la table que dans 10 ans, ça ne sera toujours pas grand-chose. Mais c'est important, malgré tout, d'aller regarder, s'inscrire sur une plateforme, parce que ça permet de sentir le vent. Et c'est comme ça aussi, je dirais, qu'on peut, même pour se dire finalement, je ne vais pas y aller ou c'est pas fait pour moi, sentir les mouvements qui sont à l'œuvre et être en capacité de s'adapter et d'arriver à survivre dans cette jungle où il est à la fois de plus en plus compliqué d'être entendu et puis aussi de plus en plus compliqué de ne pas laisser de plume. Ça, c'est un peu pour la partie communication de crise. Et je m'arrête là et désolé pour avoir bien dépassé le temps qui m'était imparti. Pas de souci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. C'était très intéressant, merci. Et effectivement, de jouer le jeu de la prospective comme ça, c'est pas évident. Alors, je crois qu'il y a des questions dans la salle. Et alors, Nicolas, il y a Nicolas qui avait une question aussi. Nicolas Van Der Beest. Il y en a plein qui ont des questions. J'en prendrai 2. Tu as beaucoup travaillé sur la question de la parole de l'État et de la communication publique. Dans la mesure où on remarque que les réseaux sociaux tentent à évoluer, à être moins en fait sur l'interpersonnel, Facebook, les amis, Twitter, des gens qu'on aime, voir qu'on a un intérêt, etc., vers un TikTok où aujourd'hui en fait on se plug, on suit personne, on suit 3-4 messages, l'algorithme a compris qui on était et puis vamos, c'est dessus. L'État qui lui repose essentiellement sur qui il est, l'émetteur, parce que ces messages sont généralement chiants, avec peu d'impact et autres. Comment est-ce que tu penses qu'ils peuvent survivre dans un climat comme ça? Est-ce que tu es optimiste par rapport à ça? Je ne sais pas si on fait en tac au tac comme ça. On ne prend pas 1 heure, hein, par contre. Bon, alors, pour essayer d'être rapide, d'abord, pour les services de l'État les plus importants, ils survivent par simplement effet de masse, parce que quand tu es l'Élysée ou quand tu es le président, les gens te suivent parce que tu es le président ou l'Élysée. Après, je pense que dans les temps difficiles qui se préparent, que ce soit contexte géostratégique, écologique, etc., il y a une carte à jouer pour l'État qui est la carte du régalien. Et on l'a vu notamment, alors c'est pas vraiment l'État, c'est les scientifiques, mais et tu pourrais encore en parler mieux que moi, mais pendant le Covid, il y a eu des effets champignons sur des comptes, par exemple Twitter de scientifiques, parfois certains qui n'étaient pas sérieux d'ailleurs, d'autres l'étaient plus, qui tout d'un coup devenaient une valeur refuge parce qu'ils répondaient aux questions des gens et ils étaient dans une logique un peu de service. Donc voilà, si l'État, je fais des photos, des selfies en train de se serrer la main avec je ne sais qui, ça c'est mort, plus personne n'en veut et ça ne fonctionne pas. Si c'est apporter des vraies réponses aux gens, joint à la légitimité, là il y a un vrai espace à tenir, mais ça demande d'investir, ça demande des moyens et ça demande bien souvent d'avoir une liberté d'action et de ton qui est compliquée à avoir quand on est dans l'administration, notamment en France. Il y avait une question d'Anne, je crois. Alors, c'est pas Dan. Vous pouvez vous présenter? Marine pour Condor Capital. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était hyper complet et très précis. Et on a vraiment une belle vision par rapport à ce qui nous attend. Est-ce que finalement, une des solutions, parce qu'on parle beaucoup stratégie, on parle beaucoup de technologie, mais est-ce que finalement une des solutions, et ça m'a inspiré aussi votre discours ce matin, Nicolas, c'est pas la gestion des émotions et remettre peut-être l'humain au centre de ces stratégies-là, parce que tout ça, enfin, toute la partie technologie sur les 10 ans qui nous attendent, ça va avoir un impact dans notre monde. Et est-ce qu'on ne va pas falloir finalement préparer les gens à ça et leur... comment dire ?
Quel va être l'impact émotionnel finalement et comment préparer les leaders de demain? Wow, ça fait beaucoup de questions. Beaucoup de choses. Oui, mais en tout cas, à la première, je répondrai oui. Et c'est un peu le message. Donc, est-ce que le problème, c'est pas l'humain? Et c'est un peu ce que je voulais dire en filigrane quand je disais penser gestion de communauté, comprendre vraiment à qui on parle. Et ça peut sembler banal, mais je pense que souvent, les stratégies de com ne savent pas vraiment à qui elles parlent, contrairement à ce qui peut être dit, et s'intéresser à la réalité des gens. L'exemple que j'aime toujours prendre, qui est bien connu, c'est la crise des Gilets jaunes, ou vous prenez-le comme vous voulez, ou la révolte des Gilets jaunes. Je ne veux pas être péjoratif ou non péjoratif. Elle est lancée avec une fonctionnalité ringarde de Facebook qui s'appelle le groupe Facebook, qui se trouve qu'à ce moment-là, comme vous le savez peut-être, il y avait eu une petite modification d'algo qui donnait plus d'impact au groupe. Et pour arriver quasiment à bloquer la France, il n'a pas fallu aller chercher les dernières technos ou des systèmes de bots ou d'intelligence artificielle. C'était juste des gens qui n'étaient pas des gros geeks, qui ont utilisé le réseau social de monsieur, madame, tout le monde, qui est Facebook. Donc ça montre bien et ça fait quand même réfléchir par rapport parfois à une fuite en avant technologique. Et puis sur votre dernière question sur comment former les leaders de demain, moi je pense qu'il y a un gros retard dans les filières en France qui forment en tout cas les gens qui vont diriger l'État et les entreprises d'acculturation. Je pense que ça parlera à Damien, à ce que j'appelle les humanités numériques ou la littératie numérique, on dit parfois ça. On peut aujourd'hui sortir diplômé de très très grandes écoles et avoir derrière des carrières mirifiques en étant quasiment ignare sur le numérique. Et ça, je pense que c'est plus possible. Je ne citerai aucune école en particulier, mais c'est vraiment fondamental qu'il y ait une culture technologique et scientifique, et notamment techno, qui soit mise partout, et notamment dans les formations qui ne sont pas technologiques, formations administratives, formations politiques, etc. Ça manque beaucoup. Il y a une question également, je crois, en ligne. Thibaut. Alors, une question qui nous vient en ligne de Mulhouse, qu'on salue au passage, de Gaël. Et là, c'est une question très pratico-pratique pour toi, Romain. Pour une institution publique, qu'est-ce qu'on peut publier comme contenu sur TikTok? Tout. Que recommanderais-tu? Il faudrait savoir quelle est l'institution. Mais déjà, il faut pas avoir peur. Alors, je ferai deux réponses inverses. D'abord, soit y aller en première personne. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est insuffisamment fait. Alors, il y a des raisons légales dans le cadre de l'État. C'est compliqué, notamment si c'est avec des histoires de fonctionnaires, etc. Mais c'est quand même ce qui marche et ce qui est trop peu fait. Ou inversement, des contenus hyper pauvres techniquement, mais qui sont à succès. Je vais être très précis. Vous voyez, pas que sur TikTok, mais notamment sur TikTok, des petites chaînes de sciences, de faits historiques. C'est juste des slideshows d'images avec une musique soit inquiétante, soit un peu épique. Et vous avez parfois des trucs incompréhensibles incompréhensibles parce que ça a l'air vraiment cheap, qui font des millions et des millions de vues. Pareil sur YouTube. Donc, je pense que d'abord, y aller avec quoi, ça dépendrait de l'institution. Les contenus, c'est sûr que ça fait plus sens si on est sur une institution qui a des choses à expliquer, que ce soit le fonctionnement de l'État, que ce soit de la culture, que ce soit de la médecine, si on parle d'un hôpital. Dans ce cas-là, voilà, soit on fait des choses qui informatives, on peut le faire avec très peu de contenu, très peu de moyens. Je reprends l'exemple de ces slideshows là, qui cartonnent. Il y a les mêmes sur YouTube. Parfois, d'ailleurs, c'est pas toujours très exact quand c'est des contenus scientifiques, mais c'est un autre problème. Ou alors faire du première personne. Un des premiers usages scientifiques qui avait été fait, par exemple, pendant le Covid de TikTok, c'était une infirmière aux États-Unis qui avait, comme ça, lancé une série de reels, enfin de vidéos, où elle expliquait ce que c'était que les vaccins, pourquoi c'était pas dangereux, et ça avait cartonné parce que personne ne faisait ça. Donc, il y a toujours moyen de faire. Après, je ne dis pas qu'il faut le faire forcément, mais si la personne en question pense que son auditoire potentiel est là, il faut y aller, que ce soit sans moyens ou en mettant un peu plus de moyens et en mettant de sa personne dans ce cas-là. Alors, Margot, est-ce que tu as compris quelque chose à cette conférence Je ne vais pas vous mettre en retard parce que je suis un peu sous le choc. Moi, je suis venue ici en tant que consommatrice. Je n'avais pas prévu que mon cerveau soit aussi actif. Je n'ai pas gratté autant de papier depuis la fac. Donc je vais une fois de plus digérer ce que je viens de vivre et je reviens vers vous un petit peu plus tard. Merci beaucoup Romain. Merci Margot, merci. On peut applaudir Romain et le remercier Merci encore beaucoup, une fois. Romain. Merci pour l'invitation. Merci Romain.